Une belle soirée. Préparez-vous aux fêtes de Noël en suivant la météo sur France 3 avec les magasins Vima. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20 édition des Alpes. Voici les titres de votre journal. Mobilisation pour les victimes de l'amiante à Vienne dans l'Isère, où le tribunal avait organisé une séance spéciale aujourd'hui. L'occasion pour 13 familles présentes de rappeler que l'amiante tue toujours. Les détails dans quelques instants. En Haute-Savoie, les intempéries du printemps dernier n'avaient entre autres pas épargné le village de Gaillard. À l'heure des indemnisations, les 6 millions d'euros accordés par l'État seront répartis entre toutes les communes concernées. Mais à Gaillard, le compte n'y est pas. Et puis nous irons trouver la neige à Val d'Isère à la veille de l'ouverture du 60e critérium de la première neige d'âme. En direct tout à l'heure, notre équipe et son invité Vincent Jay, organisateur de l'événement. Tout de suite après ce journal, l'édition nationale présentée ce soir par Carole Gessler au sommaire. Dans l'affaire Tapie, Christine Lagarde renvoyée devant la justice. L'ex-ministre de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui directrice du FMI, a d'ores et déjà fait savoir qu'elle allait contester son renvoi devant un tribunal. Et puis la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, dans la ligne de mire. Un rapport dénonce des dérogations complexes et coûteuses pour l'État. Mais commençons ce journal par ce fait divers à Tencin dans l'Isère. Le petit village est dans l'embarras alors que le procureur de Grenoble vient de requérir la mise en examen et le placement en détention de l'un de ses élus et sa maîtresse pour assassinat. Les explications avec Aurélie Masset et Frédéric Pasquette. L'incompréhension à Tencin. Devant la caméra, personne ne veut évoquer l'affaire, mais hors micro, beaucoup de villageois se disent choqués. Dans cette commune de 1600 habitants, tout le monde connaissait la victime ainsi que son épouse et l'amant de celle-ci, un conseiller municipal de 54 ans, interpellé hier par la gendarmerie. À quelques kilomètres de là, c'est en contrebas de cette route montant à Tès que le corps a été retrouvé. L'homme, âgé de 44 ans et placé à l'arrière du véhicule, présentait plusieurs traces de coups, notamment à la tête. L'enquête s'est très vite dirigée vers une histoire d'adultère. L'épouse de la victime aurait confié à son amant que son mari la battait. Furieux, l'homme se serait alors rendu au domicile familial avec un gourdin et l'affrontement aurait dégénéré. Selon le parquet, l'amant a reconnu les faits, mais il affirme qu'il n'avait pas l'intention de tuer le mari trompé. Ne sachant que faire, il aurait ensuite poussé la voiture dans un ravin. L'amant et la maîtresse devaient être déférés au parquet de Grenoble cet après-midi et une information judiciaire ouverte. Cet après-midi, accident de chasse dans le Trièves. Un homme âgé de 70 ans a été blessé par un impact de balle à l'artère fémorale et au fémur. Il a été transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble. Pour l'heure, son pronostic vital reste à déterminer. Plus de détails sur notre site internet alpes.france3.fr. Retour au chapitre justice. 18 mois de prison avec sursis ont été requis contre une assistante maternelle d'Aix-les-Bains. La femme de 50 ans comparaissait hier en appel pour violence sur mineurs. Des marques de corde autour du cou ou encore des brûlures auraient été constatées sur de jeunes enfants qui lui avaient été confiés entre 2011 et 2014. Le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier prochain. Je vous le disais dans les titres, aujourd'hui, le tribunal de Vienne a organisé une séance spéciale consacrée au dossier de l'amiante. Une mobilisation pour les victimes a donné lieu à un rassemblement où 13 familles ont saisi l'occasion pour rappeler que l'amiante continue de tuer. Le reportage de Claire Chéripela et Thierry Zwiderski. Ils ont perdu un collègue, un ami, un mari ou un père, victime de l'amiante. Tous travaillaient dans les industries chimiques de la région, nombreuses dans le Nord Isère. Aujourd'hui, les proches des malades et des défunts attendent de la justice la reconnaissance de la responsabilité de l'employeur, étape préalable à l'indemnisation. L'amiante était un peu partout à l'époque. Et puis ils nous racontaient que même pour les pauses casse-croûte, souvent ils étaient même assis sur des sacs de poudre d'amiante qui étaient dans l'atelier. Pas du tout une question d'argent, j'attends rien du tout au niveau indemnisation, je ne suis pas du tout là pour ça. Voilà, c'est vraiment pour monter des dossiers et que les choses soient inscrites, marquées. Rodia, ex-Rhône Poulenc, est le principal employeur des victimes. Le groupe de chimie reconnaît aujourd'hui ses manquements. Il existait bien en effet une réglementation
depuis 1977. Ces obligations n'ont absolument pas été respectées. On a quand même une usine qui utilisait l'amiante de manière massive, qui calorifugeait toutes ces installations en amiante, et les salariés manipulaient, grattaient, côtoyaient ces fibres d'amiante sans aucune protection. Les victimes et leur entourage sont soutenus par une association, le CAPER, fondée il y a 15 ans. Elle a déjà aidé plus de 300 familles. L'amiante n'est pas finie puisque maintenant on la découvre au fur et à mesure dans les maisons. Et puis il y a le désamiantage qui est fait par des sociétés agréées, mais on connaît la sous-traitance, on voit bien comment ça se passe. Donc les prochains, ce seront ceux qui vont désamianter, qui vont se retrouver peut-être un jour ici. Selon les organismes de santé publique, l'amiante pourrait causer la mort de 100 000 personnes d'ici 2050. 6 300 000 €, c'est la somme qui sera attribuée aux communes victimes d'intempéries au printemps dernier. En Haute-Savoie, cette subvention de l'État devrait théoriquement couvrir les frais des travaux engagés par les communes. Mais à Gaillard, le calcul laisse perplexe. Explication de Serge Vorette et Christian Mathieu. Elles sont 64 collectivités plus le département à se partager 6 millions d'euros au titre du fonds Calamité publique, dont les communes suivantes, Saint-Gingolph en tête. En revanche, Gaillard, en bordure de l'Arve, ne fait pas partie du lot. La scène d'inondation avait pourtant été spectaculaire à l'époque et les dégâts dans les serres avaient anéanti la production horticole de l'année. L'eau est arrivée par là et s'est appuyée sur la butte qui a cédé sous la pression de l'eau. Et le lendemain, le foron est remonté et l'eau est rentrée dans l'autre sens. Cette digue a donc dû être reconstruite rapidement, 15 000 € de travaux que la commune espérait bien voir pris en charge par l'État au titre de calamité publique. Elle l'espérait jusqu'à ce matin où un courrier de la préfecture lui a fait perdre toutes ses illusions. Ça nous laisse un peu sceptiques, songeurs. On dit qu'on intervient en urgence pour le bien-être de la sécurité de nos citoyens et puis au bout du compte on se retrouve à payer la facture tout seul. On est un petit peu, on va dire, serré à la ceinture par l'État et la baisse des dotations globales de fonctionnement. On aurait apprécié un petit coup de main sur cet état de catastrophe, mais ça n'a pas été le cas. En fait, l'État estime que le coût des travaux est parfaitement absorbable par la commune, ce que celle-ci conteste. Elle vient déjà de perdre 3000 frontaliers, soit presque 1 million d'euros en fonds genevois. Et dans ce contexte, il n'y a pas de petites économies. Elle étudie donc un recours potentiel. Dans l'Isère aussi, on fait les comptes avec le vote du budget 2016 pour la nouvelle majorité départementale de droite. Selon son président Jean-Pierre Barbier, il s'agit là d'un budget de rupture avec l'Assemblée précédente. Objectif, trouver l'équilibre entre la baisse des dotations de l'État et la hausse continue des dépenses sociales. Xavier Schmitt et Dominique Bourget. Préambule inattendu au débat. Le président du conseil départemental, Jean-Pierre Barbier, donne la parole à des éducateurs de rue. Ils sont 80 en Isère, en charge des jeunes en difficulté. Ils craignent de pâtir des restrictions budgétaires. On peut envisager cette dépense comme un investissement sur l'avenir, un investissement sur le futur, celui de la jeunesse. La nouvelle majorité se défend de remettre en cause les actions de solidarité. Sur un budget total de plus d'1 milliard d'euros, les dépenses sociales pèsent pour la moitié. Mais la droite entend les recentrer sur les compétences obligatoires du département en renforçant la politique pour l'enfance et la famille. Ce sujet, comme bien d'autres, provoque des escarmouches avec la gauche qui défend son bilan. C'est pas possible de débattre dans des conditions pareilles. Le budget 2016 veut encore se distinguer par le soutien à l'économie. 320 millions d'euros de crédits d'investissement et un coup de pouce au tourisme et surtout aux routes. La nouvelle majorité prône aussi une gestion rigoureuse. Pas d'augmentation de la fiscalité malgré la stagnation des ressources et la baisse de la dotation de l'État. Enfin, une mesure symbolique, les 58 conseillers verront leurs indemnités réduites en cas d'absentéisme. Près d'un tiers en moins à partir de 60% d'absence. J-7, les cadeaux devront être au pied du sapin dans une semaine tout juste. Donc, dernière ligne droite pour les achats de Noël dans les boutiques, mais aussi sur Internet, où le pic d'activité atteint des sommets pour les entreprises du web. Exemple à Grenoble avec le reportage de Jean-Christophe Solari et Dominique Semet.
Il en est ainsi, 6 jours sur 7, les petites mains de Made in Design s'activent dès les premières heures du jour pour honorer les commandes prises sur Internet. 1500 colis par jour en moyenne qu'il faut emballer un par un avec toute l'attention du Père Noël. Quand c'est marqué cadeau pour Paul et Elodie, on va le marquer ici et on va coller en fait le message à l'envers pour que en fait, le destinataire puisse le voir chez eux et non pas que tout le monde puisse le voir derrière. Ces petites attentions font le succès du site créé il y a 16 ans par Catherine Collin. Il est leader de la vente d'objets design en ligne en Europe avec plus de 30 000 références différentes et il affiche un taux de croissance impressionnant, 25% par an. 1500 colis jour, c'est beaucoup, mais ça se passe à la fois dans la sérénité et le calme. Et cette organisation qu'on a et les équipes sur lesquelles on se repose peuvent nous permettre de continuer à croître et à absorber des volumes encore plus importants. Un des succès de la réussite de Made in Design, c'est la fidélité de son personnel. Certains employés sont dans l'entreprise depuis ses débuts. Pour chaque activité, que ce soit la réception des commandes, que ce soit l'expédition des commandes, on a des personnes qui sont professionnelles, qui sont là depuis longtemps. Et leur objectif, c'est vraiment la satisfaction client et de remplir les objectifs qui leur sont fixés. Un service client qui se mesure notamment au taux d'erreur à l'expédition. Et dans ce domaine, l'entrepôt grenoblois affiche un taux 2 fois moins important que la norme usuelle, 1,5 colis pour 1000 expéditions. Pas de mauvaise surprise donc à craindre au pied du sapin. Le manque de neige fait causer, chez nous comme chez nos voisins transalpins. En Italie, dans le Piémont, les stations ouvrent d'habitude début décembre. Faute d'or blanc, nombre d'entre elles ont dû décaler. Alors, neige ou pas neige avant Noël, à Bardonecchia, on prie très fort pour que ça tombe. Fabrice Liégard et Yves-Marie Glo. Une boule de neige tombée dans un océan vert. Scusi, fratelli d'Italia, mais on skie ici ? Si, mais pas sur l'ensemble des 100 km de pistes du domaine. Seules 5 pistes sont ouvertes depuis le fameux pont de l'Immacolata, un traditionnel départ de la saison de ski italienne, que la station la plus proche du tunnel du Fréjus a réussi à prendre, elle. À la différence de beaucoup des 50 stations de ski piémontaises privées de neige, à Bardonecchia en dit désormais pelé comme un Jaffrot. Si vous regardez le secteur d'en face, qui est le secteur de Jaffrot, qui monte à 2800 mètres, l'année passée, on avait 1,5 mètre de neige à cette époque. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas habitué, surtout en altitude, de voir si peu de neige chez nous. Ça ne s'était jamais produit. Et là, on a produit plus ou moins 150 000 mètres cubes d'eau transformée en neige. On exploitait toutes les petites fenêtres de froid, 3-4 heures, on mettait en marche et après on arrêtait le système. Donc c'était très très compliqué. Compliqué mais pas désespéré. Pour peu toutefois que le soleil d'Italie s'efface un peu au profit du froid, ou mieux qu'il laisse la place à una bella spolverata, une belle soufflée de neige pour gonfler les voiles d'un Noël plus crucial que jamais cette année. À partir du 26 décembre, de Santo Stefano jusqu'à l'Épiphanie, le 6 janvier, c'est vraiment le moment clé de notre saison d'hiver. Il représente un bon 45-50% de notre chiffre d'affaires si on lui ajoute la période allant jusqu'au carnaval en février, car ce sont les seuls moments de l'hiver où nos écoles sont fermées. Dalle vacanze di carnevale, dai momenti in cui le scuole sono chiuse. En Italie, en effet, pas de vacances scolaires de février pour compenser un départ d'hiver plutôt blanc cassé. Vous l'avez compris, au pays du drapeau vert, blanc, rouge, le vert domine outrageusement en ce moment. Et pourtant, c'est le rouge que tout le monde attend de ce côté-ci des Alpes, rouge Père Noël, pour peu qu'il apporte toutefois dans sa hotte una bella nevicata, une belle chute de neige. À Val d'Isère, de la neige, il y en a pour le 60e critérium de la première neige dames qui commencera demain côté compétition. Nous retrouverons dans un instant notre équipe en direct de la station, mais avant de profiter de la fête, Grégory Lespinasse et Didier Albrand nous présentent le nouveau visage de l'équipe de France féminine. Tessa Worley, de l'ombre à la lumière. Oubliez cette terrible blessure à Courchevel fin 2013 qui l'a privée des JO de Sochi. Désormais, l'ex-championne du monde de géant affiche cette saison de grandes ambitions. Je suis vraiment repartie sur un nouvel élan. En tout cas, je me sens mieux que la saison dernière, enfin plus sûre de moi, plus sûre de mon ski. Moins de questions, donc ça c'est déjà une victoire.
Celle qui flirte aujourd'hui avec les podiums enfile de plus en plus le costume de leader d'une équipe de France féminine en pleine reconstruction. Et d'autant plus avec la retraite de Marion Roland ou celle de Marie Marchand-Hardier. On a connu quelques années difficiles, avec aussi quelques résultats qui masquaient un petit peu l'ensemble des difficultés qu'on rencontrait. L'année dernière, c'est le point culminant de l'ensemble. C'est vrai que derrière, on avait plus ou moins anticipé déjà l'année dernière, parce qu'on avait fait accéder des plus jeunes skieuses au niveau Coupe du Monde pour leur apporter un peu d'expérience. Et puis là, c'est elles qui constituent la grande partie du groupe aujourd'hui, avec celles qui ont pris le relais de Marie et Marion, qui sont Margot et Jenny, voilà, qui ont un peu plus d'expérience que les plus jeunes. Une équipe rajeunie et beaucoup de concurrence, histoire de construire sans trop de pression une sélection capable de rivaliser avec les plus grandes championnes. La pression est la même qu'avant, je pense. Même peut-être plus maintenant qu'avant. Parce qu'avant, on pouvait se cacher un peu, entre guillemets, derrière les leaders. On ne nous tombait pas dessus directement. Là, elles sont plus là, donc c'est un peu nous qui sommes dans la lumière. 3 jours. Elles ont 3 jours ici dans les Alpes, les filles de l'équipe de France. 3 jours pour sortir de l'ombre. Retrouvons en direct notre équipe à Val d'Isère avec Grégory Lespinasse. Bonsoir Grégory, vous êtes dans l'ambiance. Alors comment ça se passe cette première journée ? Bonsoir Florine, et bonsoir à tous. Ici, nous sommes dans un endroit un peu particulier. C'est une grande galerie de ski, vous le voyez peut-être derrière moi. Il y a que des skis. C'est une partie de l'immense collection de Jean-Claude Killy et de la famille Killy, donc qui détient plus d'un millier de skis. Donc vous comprenez bien qu'on est à Val d'Isère. Et si on est à Val d'Isère, c'est pour parler évidemment du critérium de la première neige qui fête en plus cette année ses 60 ans. Avec nous pour en parler justement Vincent Gey à mes côtés. Alors Vincent Gey, vous le connaissez sans doute parce que c'est un champion et un biathlète très connu, mais ça c'était avant. Aujourd'hui, Vincent Gey, il est directeur du club des sports de Val d'Isère et à ce titre, c'est l'organisateur du critérium de la première neige. Alors Vincent Gey, bonsoir. Déjà, on avait envie de vous demander comment ça s'est passé le week-end dernier, comment ça se passe ce week-end. Oui, c'est exactement ça, vous l'avez très bien dit. Le critérium de la première neige, c'est 2 week-ends, un week-end homme, un week-end femme. La semaine dernière, un véritable succès. On a eu 16 000 personnes sur le week-end, c'était magnifique, le beau temps. Un podium français avec la 3e place de Victor Muffagendais. Donc ça, c'était la petite cerise sur le gâteau. En tout cas, les spectateurs étaient ravis et tout ce qu'on a mis en place a payé. Donc c'est vraiment intéressant pour nous. Alors, on se demande toujours, avec les températures actuellement, est-ce que la neige tient ? Est-ce que les pistes sont bonnes ? Oui, alors c'est sûr qu'on voit depuis quelques temps un petit problème de neige, mais sur l'arc alpin. En tout cas, en ce qui concerne Val d'Isère, non, pas de problème, puisque la station a ouvert bien le 28 novembre, comme prévu. Tous ces domaines d'altitude, il y a de la neige, il y a des retours ski au pied jusqu'à Val d'Isère. La phase de Bellebarde, on l'a préparée pour la compétition, donc là, il y a à peu près 1,50 m de neige partout sur la phase de Bellebarde. La Oreiller-Killy, elle est bloquée cette semaine pour les compétitions femmes, mais en tout cas, on aura un retour ski au pied à Val d'Isère. Pas d'inquiétude, on a du bon ski à la maison. C'est votre presque premier critérium de la première nage, parce que l'année dernière, vous étiez déjà là, mais ça n'avait pas pu s'organiser complètement puisque l'épreuve homme avait dû être annulée faute de neige. Là, on va dire, voilà, c'est votre première vraie organisation d'un critérium. Et en plus, c'est les 60 ans. Alors, comment ça se passe ? C'est pas trop tout d'un coup ? Si, bien sûr que c'est beaucoup de choses, hein, mais on est là pour ça et si on fait de l'événementiel sportif, en plus en extérieur, à la montagne, dans la neige, avec des températures logiquement négatives. Donc si on n'aime pas les heures, il ne faut pas faire ce genre de métier. 60 ans, vous l'avez dit, c'est un anniversaire. À ce titre-là, on met en avant les 2 traditions de Val d'Isère, c'est le sport, donc avec le critérium, et la fête. Avec la semaine dernière, on a eu quand même 5 chefs étoilés qui ont cuisiné en dîner d'ouverture. On avait une soirée économique, la soirée des grands acteurs. Beaucoup de fêtes, de grands DJ étaient là, beaucoup de groupes de musique avec le concert de Cali, donc c'était bien. Juste un petit mot pour finir. Votre épouse, Marie Marchand-Hardier, c'est une ancienne skieuse. J'imagine qu'elle vous a aidé. Bien sûr qu'elle m'aide. Moi, je viens du monde du nordique. Les règles, je les apprends à mon rythme. Et elle est là pour m'enseigner et puis me donner le point de vue d'un athlète. Merci beaucoup. Merci Vincent Gey. Merci Grégory. Je rappelle que les compétitions débuteront demain dès 10h30 avec la descente, puis le slalom à 13h45.
Dernier volet de notre série En attendant Noël. Ce soir, le Père Noël nous a donné rendez-vous discrètement en Savoie, au-dessus de Courchevel. Le vieil homme a bien voulu parler de sa vie, de ses émotions et de ses aventures avec Denis Vigneault-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Une nuit comme les autres ou presque. Une de ces nuits calmes où il fait bon se reposer au coin du feu. Mais pourtant, au dehors, quelques indices nous alertent. Une colonne de neige qui bizarrement s'élève vers le ciel, puis un peu plus loin, deux drôles de petits bonhommes qui cheminent dans la neige. C'en est trop, nous décidons de les suivre de près. Père Noël! Père Noël! Ah, mes petits lutins! Ah ben, vous avez bien fait de venir me voir. Eh ben oui, je m'étais assoupi. Allez, on y va? C'est parti! Aucun doute, c'est bien lui. Devant notre insistance, il accepte de nous emmener jusqu'à son antre. Un lieu secret, au plus profond de la montagne. Nous voulons tout savoir de sa vie et de ses rencontres éternelles avec les enfants. C'est un moment quasiment à chaque fois inoubliable et unique, avec les enfants qui crient, qui arrivent à côté du Père Noël, qui ont des yeux remplis de joie et de stupeur aussi. Ouais, bon, d'accord, c'est très beau, mais dites-nous, Père Noël, depuis ces milliers d'années, vous n'auriez pas quelques anecdotes à nous raconter? Je me lève et je dis « Bonjour les enfants !» Et au moment où je dis ça, le cheval se met à ruer. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Père Noël sur les fesses, avec les papillotes sur la route. L'année suivante, les flammes tombent dans la hotte et grillent les papillotes que j'avais pour les enfants. L'année suivante, je dis « Ah, allez, tiens, on fait quelque chose d'extraordinaire, on le fait en Delta. » On a frôlé les câbles du télécabine à 2 mètres et on s'est retrouvés à plat ventre tous les deux. Une autre année, j'arrive pour descendre en ski. Donc, deuxième virage, eh bien, le Père Noël, il est parti à plat ventre. Et ça n'a pas arrêté. J'ai eu aussi le scooter des neiges qui a brûlé. Enfin bon, voilà, j'ai eu pas mal d'aventures pendant de nombreuses années. Eh ben voilà, tu es là, toi, hein? Ah, il va falloir que tu sois en forme, hein? Allez, les lutins! Prudence oblige, désormais c'est Noble, la belle jument qui a l'honneur d'emmener le vieil homme faire un petit tour du village endormi. M'aider, hein? Au fait, Père Noël, un dernier conseil de prudence peut-être pour la route. Laissez tomber les moyens de transport trop modernes et reprenez donc vos superbes rennes volants. Allez, joyeux Noël tout le monde! Voilà, un peu de patience, il arrive bientôt. Autre célébrité, Jean-Michel Mattei a gagné ses galons d'humoriste imitateur en parodiant ses concitoyens du berceau local et régional. Après Paris et l'Olympia, l'homme revient faire le show sur ses terres à Chambéry. Regardez. Là, on va commencer en fait le spectacle par Je me voyais déjà. Après, j'ai un truc sur les Savoyardes aussi. On va tout y faire péter. Voilà la promesse de Jean-Michel Mattei. Alors après l'Olympia, place au phare de Chambéry, nouvelle arène de l'homme aux multiples bérets, imitateur, humoriste et chansonnier. Moi, je suis très content et ça va être différent de l'Olympia parce qu'ici, on est chez nous et puis le phare, c'est l'Olympia un peu de la région. Royalistes, Savoisiens, faut rallier la résistance, les Anglais nous envahissent, ils rachètent nos chalets. La semaine dernière, j'étais à Chamonix, je croise Bernadette, je dis « Dis donc, Bernadette, qu'est-ce que tu deviens ?» Elle me dit « Je prends des cours d'anglais. » Je dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Tu comprends ? Quand je serai vieille, que je serai en maison de retraite, que je puisse causer avec les gars du coin. » Depuis 5 ans, Jean-Michel Mattei vit de sa passion, la scène, le spectacle. Un sacré virage pour l'ancien psychologue. C'était un métier qui donnait beaucoup de sens à ma vie. Donc c'est pour ça que je suis venu tard dans le spectacle. Et puis tout à coup, à un moment donné, quand j'ai choisi de faire que de la scène, à nouveau, maintenant, c'est... En fait, je suis heureux, quoi. C'est-à-dire, je suis épanoui. Allez, on y va. Au cœur de son répertoire, le savoyard. Forcément rap, radin, forcément touchant aussi.
Mattei s'amuse des clichés. En vrai amoureux de la région, il en est l'un des meilleurs ambassadeurs. Qui c'est qui a dit que les Savoyards, on était des rampes? Faut y arrêter. Oh. Surtout que chez nous, on jette l'argent par les fenêtres, de l'extérieur vers l'intérieur. Tout ce qui sort de la maison, c'est par la cheminée. On ne sait pas ce que c'est que l'argent, on va tout mettre à la banque, on ne va jamais y rechercher. L'autre jour, je croise Mère Millot, j'y vais, un Dieu, Mère Millot, t'en fais une tête. Ah, il me dit, j'ai perdu ma belle-mère. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'elle avait? Pas grand-chose, une table, 2 chaises. Moi, ce qui me plaît dans les pays de Savoie, ce que j'ai pas trop ressenti dans les autres régions de France, c'est que sans trop rêver, hein, j'ai l'impression qu'il y a une transmission de père à fils, qu'il y a assez peu dans les autres régions. Ce vendredi, Mattei jouera donc ici au phare. 2000 spectateurs attendus. Waouh, ouf. Mais même pas peur. Alors là, ouais. Adieu, là, c'est assez grand, là. Hein. Quand le public commence à rire, après, c'est comme si on jouait dans son salon, quoi. C'est comme si, en fait, on fait des choses, je pense, tous les humoristes ont commencé dans le cercle familial. Et moi, c'était ça avec les tantes, les oncles, cousins, cousines, c'était ça, quoi. Hein. Donc, voilà, donc après, je pense qu'il y a ça qui réapparaît, qui revient, et qui fait que ça évacue, en tout cas pour moi, ça évacue toute forme de stress. Ancien basketteur, l'humoriste vivra ce spectacle en bon sportif. Et il le sait, les matchs à domicile sont souvent les meilleurs. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec votre actualité régionale demain midi en compagnie de Yann Gonon. Bonne soirée à tous.